Bienvenue dans le cycle Négociation selon. Aujourd'hui, on a 2 livres sur lesquels je peux me baser pour vous parler de la dopamine, le neurotransmetteur qui nous nourrit, qui nous fait agir, qui nous fait vivre heureux et qui nous donne la coupe de pouce pour avancer. Il y a aussi une deuxième face de médaille. En fait, dopamine peut provoquer des conséquences graves, peut mener à l'addiction. Donc, il faudra bien voir comment gérer la dopamine pour rester au taquet, ne pas se permettre de rentrer dans les vrilles des conséquences. Et comme c'est important de maîtriser tes émotions pendant la négociation, il faudra bien comprendre quels sont les outils en amont de notre événement de la négociation pour être conscient que ce qu'on s'entraîne en amont aura un impact pendant l'événement. Donc, si vous voulez apprendre comment gérer votre stress, comment gérer votre performance pendant la négociation, s'il y a des événements graves parce que quelqu'un monte le ton, quelqu'un vous menace peut-être, il y a un désaccord. Restez avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'astuces, plein d'explications. Bon, on y va. Je m'appelle Maria, je facilite corps de négociation. Je suis là aujourd'hui avec vous pour vous parler de la dopamine. On commence. Premier livre que je veux vous montrer, c'est mon nouveau livre que je viens d'acheter récemment chez Cultura. Et je vous recommande celui. C'est mon premier livre de la naturopathie. Je ne connaissais pas grand-chose avant. Si, j'applique parce que je connais Ayurveda, donc je me suis plutôt focalisée sur la science indienne. Cependant, sur la naturopathie, je n'ai pas fait une formation exprès dédiée en large centre. Je connais plutôt des pistes comme la réflexologie, comme sophrologie, comme l'hypnose, et bien évidemment yoga. Donc, tout ça rentre dans l'aspect de naturopathie avec des aromathérapies, phytothérapie, méditation, massage, rayonnement, ce que j'aime beaucoup, alimentation. Donc, c'est vraiment un parcours holistique, tout ça. Et ce livre m'a attiré parce que ça donne des explications un peu vulgarisées pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et avoir le savoir un peu plus large des causes à effet. Donc, dans les chapitres sur les addictions, on lit que les précurseurs, la cause d'une addiction, c'est exactement la dopamine. Dopamine, donc un neurotransmetteur qui active dans notre cerveau, on dit, l'ère de la récompense. Cet chemin de la récompense, ça provoque la sécrétion des endorphines. On connaît bien les endorphines. Si on en a, on se sent heureux, on a envie d'aller vers, de progresser, de continuer, de répéter. Donc, on cherche des endorphines. Maintenant, ces endorphines peuvent nous rendre addicts. Parce que si on s'habituait à les ressentir, on en veut plus. L'exemple le plus simple, chocolat, sucré, les bonbons. Ou, si quelqu'un n'est pas trop sucré, plutôt salé, ce sont des chips. Si on est habitué aux chips, j'imagine que ça dure des années, que pendant les apéros, on cherche des chips parce qu'on pense que c'est moins grave du sel que du sucre. Et pas du tout, c'est faux. Les sel, si c'est en trop de quantité, ça peut être autant mauvais que du sucre. Donc,
De quoi parle ici et pourquoi je reviens à cette partie physiologique? J'en parle parce que c'est pas l'effet de scroller le téléphone que nous sommes addicts à scroller ou à Netflix ou à faire du shopping ou à avoir un rapport sexuel. C'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas addicts à nous sommes addicts plutôt à ce qui se passe dans notre cerveau. Nous sommes addicts à cette chimie. Donc, on a trouvé le comportement qui nous fournit la chimie dans notre cerveau. Si on était capable de changer le comportement pour trouver un autre moyen pour que les endorphines se déclenchent, ça sera faisable. Maintenant, ça demande d'effort parce que nous sommes déjà entraînés, nous avons trouvé la piste la plus courte qui nous économise l'énergie. Donc, on sait que si je fais X, je vais avoir des endorphines. La cause est faite et on continue parce qu'on cherche ces endorphines. C'est pour cela l'addiction au café, au tabac, au cannabis, n'importe ce que vous voulez. Même cigarette électronique. L'addiction est tellement ancrée en nous parce que ça nous apporte ces endorphines. Maintenant, et je ne veux pas vous parler maintenant de toutes les pistes de sortir, de remplacer le comportement X par comportement Y moins violent. Donc, en conséquence, apprendre à changer les rythmes, les routines pour avoir de bonnes pistes, pour switcher de comportement X à comportement Y. Parce que cela va pas influencer la sécrétion des endorphines. Si on arrive à se sentir bien après une séance de sport, on aura une autre dose de chimie dans notre cerveau. Si on arrive à faire un sport qui nous comble, qui nous rend heureux, qui nous satisfait, parce que pendant les marches au tapis de marche, moi je peux écouter un livre, donc j'aime bien écouter des livres. Et si je écoute pendant 60 minutes, je suis comblée parce que j'ai déjà écouté quelque chose qui m'intéresse. Donc, finalement, une séance de sport devient un plaisir pour moi. Donc, les dopamines se sécrètent et ça active les chemins de la récompense. Tout ça pour vous dire quel est le mécanisme. Maintenant, quel est le rapport avec la négociation? Récemment, j'ai lu un autre livre de Jefferson Fisher, en anglais, pas encore traduit en français. The Next Conversation, Argue Less, Talk More. Ce livre m'a vraiment touchée parce que ça commence par une thèse, un constat que finalement les méchants veulent obtenir quelque chose de nous. Les méchants sont les méchants parce que ils auront une gratification derrière. Donc, quelqu'un peut se comporter pendant la négociation, pendant chaque discussion, avec la colère, avec une approche qui cible à humilier, à l'impact sur toi personnellement. Ça peut être que tu te sens insulté, tu te sens méprise, quelqu'un te rabaisse, te traite avec condescendance. Donc, si ça arrive pendant les discussions, ça veut dire que la personne en face qui applique les tactiques pour obtenir ce genre de conséquences sur toi, elle cherche d'obtenir la gratification, le chemin de récompense dans son cerveau. Et ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a quelque part rendu consciente que il ne s'agit pas de mauvaises compétences de négociation que moi je possède. Il s'agit de quelqu'un en face de moi qui a un problème avec la dopamine. Lui ou elle a besoin de se chuter
pour produire cet effet chimique dans le cerveau. Donc, cette tactique-là peut être consciente ou inconsciente, volontaire ou pas. Quelqu'un qui est manipulateur conscient, il va utiliser des tactiques pour te mépriser, te rabaisser, te traiter avec condescendance. Cependant, lui, il le fait parce que il se soigne quelque part avec ça. Maintenant, manipulateur qui est inconscient, quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, ça peut être simplement que lui, il est la victime de sa propre biologie dans ce cas-là. Humilier l'autre donne l'impression d'être plus fort que la personne qu'on humilie. Les manipulateurs ont besoin de se montrer plus forts. Il y a des techniques diverses et variées à montrer que je suis plus forte. Ça, le but, la conséquence est toujours pareille. C'est de me nourrir, de chercher la récompense dans mon cerveau. Quelqu'un qui se sent impuissant, il cherche le pouvoir. Quelqu'un qui se sent toujours l'ignorer, il cherche d'être vu, entendu, considéré. Donc, si pendant la négociation, ça vous arrive que quelqu'un fait une blague un peu ironique, déplacée, si ça vous arrive que quelqu'un se comporte pas complètement dans une façon de savoir vivre, il est plutôt méchant même, on peut dire directement avec vous, ce n'est pas à cause de vous, c'est vraiment les traits de personnalité que cette personne-là applique pour produire la dopamine et en conséquence les endorphines. Cela, je trouve très intéressant parce que récemment j'ai discuté avec un juriste et elle m'a dit que souvent quand elle participe aux discussions à deux parties à table, donc juriste elle avec son client et en face un autre juriste avec client de juriste en face. Donc s'il y a une discussion de deux parties mais à plusieurs personnes, il y a souvent des émotions que les juristes doivent gérer. Parce que s'il est parti pendant un divorce dans ce cas-là, si pendant un divorce, il y a des conflits non résolus, la situation est tendue, ce sont les juristes qui doivent calmer les éclats des agressions à table. Et ce n'est pas évident parce que on essaye d'être constructif, logique, rationnel, et là, les émotions prennent de dessus. Donc, on est vraiment coincé. Et cette discussion sur la dopamine et cette lecture-là de Jefferson Fisher m'a permis de voir un peu plus large que c'est pas uniquement les tactiques que quelqu'un est méchant. C'est vraiment cette addiction à la production de dopamine qui joue en nous. Et donc, pour vous donner quelques conseils, comment s'entraîner nous-mêmes pour ne pas tomber dans les pièges d'un profil de négociateur qui est rouge, donc qui est agressif, qui nous blâme, qui nous humilie devant les autres, qui cherche le pouvoir. Comment gérer ce type de profil pour ne pas rentrer dans la posture d'une victime, pour ne pas montrer que on joue le jeu de quelqu'un qui nous impose. Tout ça. Il y a plusieurs techniques. Les plus simples, ce seront le but, l'objectif, c'est garder vraiment
nos valeurs. Gardez la conscience pourquoi moi je suis là, quel est mon enjeu et quelles sont nos limites en conséquence. Donc, il ne s'agit pas de prouver que vous avez raison parce que vous êtes calme. Il s'agit plutôt d'avoir votre stratégie, votre enjeu dans la discussion. Il s'agit de vous respecter. Première chose, ça c'est vraiment un dominateur commun de tous les comportements qui vont suivre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez appliquer comme tactique pour se protéger, pour défendre les attaques éventuelles? Tactique numéro 1, la silence. Les silences. Les silences, donc si quelqu'un dit une phrase vraiment agressive, blâmante, méchante, ne rentrez pas, ne jouez pas, vous prenez du recul, vous vous taisez, de se taire. Tu te tais. et dans ces cas-là, c'est la silence qui remplit la chambre. Deuxième tactique, c'est de répéter cette phrase méchante. C'est difficile, mais si quelqu'un dit mais vous êtes imbécile, vous n'avez pas compris, vous pouvez simplement répéter. Donc, vous pensez que je suis imbécile, vous pensez que je n'ai pas compris. Silence. Faire ce genre de pause, c'est très important parce que la personne en face aura la chance de s'entendre grâce à votre prononciation. Si c'était quelqu'un qui était inconscient, il jouait parce que ce sont des émotions qui l'ont provoqué, peut-être ça sera assez pour qu'il freine. L'impact sera suffisant. Cependant, si c'est quelqu'un qui a fait exprès, ça peut ne pas être assez pour le freiner et il va continuer. Donc, si la pause et la répétition n'a pas aidé, peut-être vous pouvez faire une technique qui est de poser vos limites. Donc, vous dites, je ne permets pas d'être traité comme ça. J'ai besoin de discuter dans une façon culturelle. Je suis d'accord qu'on discute s'il n'y a pas de offenses ni des jugements qui sont prononcés. Donc, posez vraiment vos limites. Je suis prête à discuter, mais il y a mes conditions. Sous les conditions. Et ici, dans cette tactique-là, on revient à cet enjeu dont je parlais. Donc, on essaie de se respecter. On se respecte, on n'essaye même pas. Il faudra avoir de respect pour soi-même. Donc, si quelqu'un crie, et c'est hors limite pour nous, il faut dire, je suis capable de discuter avec vous uniquement si on baisse le ton. Maintenant, encore une autre technique, si vous êtes courageux un peu et vous avez cette compétence, parce que ça vous a pas encore touché, mais c'était un drapeau préventif, vous pouvez jouer avec l'humour pour désamorcer les adversaires. Donc vous pouvez lui dire, oui, peut-être tu veux jouer un blague, mais moi aussi je connais des blagues et voilà, quelque chose. L'humour peut désamorcer surtout les profils bleus. Donc, si vous connaissez ma méthode, vous savez que le profil bleu, c'est quelqu'un de peureux qui s'habille avec une protection, il met un masque. Donc, il est agressif, mais en fait, il est très peureux, il est très angoissé à l'intérieur. Donc, c'est l'humour qui va basculer d'un côté à l'autre. Souvenez-vous ou souviens-toi de parler toujours par je. Donc, utilise les phrases comme moi, je sais que pendant mes cours de négociation et quand je vous donne des conseils, je parle toujours des conseils pour vous. Donc, je me sens, je observe, je ne suis pas d'accord, mes limites sont X, Y. Per je.
Si tout ça n'aboutit pas, vous pouvez simplement dire, OK, c'est mieux qu'on recule, OK, qu'on prend un peu du recul, qu'on fait une pause, peut-être on s'arrête là pour aujourd'hui et on revient dans 1 heure, dans 2 heures, dans 24 heures pour continuer la discussion. Ça peut être que simplement il faudra faire une pause et sortir physiquement ou je sais pas si c'est au téléphone, couper l'appel téléphonique, ne pas continuer dans cet état actuel. Après, bien évidemment, si tout ça n'aide pas, comme tout à l'heure j'ai dit, dans l'exemple de 2 couples avec 2 avocats, un couple avec 2 avocats, il faudra chercher d'aide à l'extérieur, demander d'aide à un conseiller, juriste, médiateur. C'est mieux de ne pas prendre trop de famille ni des amis parce que eux ils sont engagés émotionnellement, donc ça peut monter assez vite. C'est mieux d'avoir quelqu'un professionnel qui va vous aider. Tout ça pour vous dire que il y a des techniques à jouer avec le profil rouge qui devient agressif. Cependant, si pour vous, vous voulez baisser vos dopamines et travailler sur les endorphines qui sont de bonne origine, donc c'est pas de scrolling de téléphone, c'est pas de regarder Netflix ou manger des chips, je vous propose premièrement de trouver une idée d'une activité qui va être stimulant dans le sens vous avez la motivation pour le faire. Donc ça peut être lire les livres, c'est pas stimulant au niveau physique, mais c'est stimulant intellectuellement. Ça peut être faire du sport. Cela c'est stimulant physiquement et en conséquence, vous savez que ça apporte le bonheur pour votre santé. Donc vous avez votre objectif, votre activité de remplacement. Maintenant, essayez de mettre en place cette activité petit à petit. Ça peut être en cas de sport, comme dans les Miracle Morning method, they are saying, ils disent de ne pas résilier, même s'il pleut, on ne peut pas sortir courir. Mettez les chaussures à côté de lui. Ça, c'est déjà le premier pas que vous savez qu'au matin, vous êtes préparé, vos t-shirts, leggings et chaussures sont déjà là. Ça, c'est le premier pas pour ne pas perdre la motivation. Après, ça peut être uniquement sortir dehors la maison. C'est juste de s'habiller et le fait de sortir dehors la porte. Ça, c'est déjà un premier pas. Si vous n'avez pas l'envie de courir, pas la force, ne perdez pas votre conviction que c'est quelque chose qu'il faudra mettre en place. Donc, juste sortez. OK, il pleut, pas aujourd'hui, vous pouvez rentrer. C'est complètement OK. Rentrez à la maison. OK? Donc, moi, ce que je fais actuellement, j'étais un peu malade, donc je ne pouvais pas faire au quotidien tous mes pas de 5 kilomètres sur mon tapis de marche, mais j'avais une pause et là, je recommence. Donc, premier jour, je fais 15 minutes. Deuxième jour, je l'ai fait 25. Aujourd'hui, je fais 60 minutes. Parce que c'est troisième jour troisième jour, j'ai réussi à obtenir mes 5 kilomètres et 60 minutes sur mon tapis. Mais pendant une semaine, j'avais une pause. Et pendant 2 jours, je n'arrivais pas à 5 kilomètres. Donc, il ne s'agit pas d'être violent et remplacer un comportement qui est très addictif par un autre comportement très rigide, très strict. Il s'agit de se donner du temps. Le processus de créer une nouvelle synapse dans notre cerveau prend 21 jours. Donc, c'est pour cela, souvent, les gens, ils disent de répéter un comportement pendant 21 jours pour s'habituer à faire quelque chose. Donc, il faudra courir 21 jours pour être habitué à courir. Non, je trouve que ça va pas aider. 21 jours, si vous n'avez pas l'habitude de courir, ça ne va pas aider. Donc, c'est plutôt c'est un bon début, 21 jours. Mais
qu'est-ce qu'on fait après si on manque de motivation, s'il pleut, si on a changé la routine parce qu'on était en vacances, on n'a pas eu les baskets, on était, je sais pas, en Égypte, on ne peut pas aller courir dehors de l'hôtel inclusif. Donc, 21 jours, c'est bien, mais si on n'entretient pas, la synapse va couler et il faudra recommencer de zéro. Donc, faites les petits pas, les petites actions tous les jours, ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Pour conclure notre session d'aujourd'hui, je vais vous dire encore une dernière phrase qui me nourrit cette semaine. En fait, j'ai entendu parler que une journée, c'est la métaphore d'une vie. Parce que on se réveille, c'est comme la naissance, et parce qu'on s'endort, donc c'est comme la mort. Je vous souhaite de vivre chaque journée votre meilleure journée de votre vie. À bientôt.